En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Maud Coffer, bonjour à tous, chers auditeurs pour cette émission. Vous l'aurez compris, nous allons parler de la situation dramatique à Mayotte et des 2 urgences humanitaires bien sûr et politiques. Bonjour Claude Corse. Oui, bonjour à nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin Claude Corse, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes reporter. Vous avez réalisé pour Radio Courtoisie un reportage qui est disponible sur notre chaîne YouTube Mayotte, l'enfer au paradis. Donc un reportage d'une 30aine de minutes et j'invite nos auditeurs à le visionner, mais après cette émission matinale bien sûr. Alors avant de parler avec vous des réponses pour Mayotte dans le temps court comme dans le temps long, je vous propose qu'on prenne un peu de hauteur sur l'actualité humanitaire. Donc après, je vais redonner quelques informations pour nos auditeurs sur la situation actuelle. L'archipel de Mayotte a été balayé par un cyclone tropical ce week-end, le cyclone Chido, une frappe d'une intensité exceptionnelle, c'est du jamais vu depuis plus de 90 ans selon Météo France. Les rafales sont allées jusqu'à plus de 220 km/h. L'archipel est ravagé, les cases sont anéanties, les toits sont arrachés, les poteaux électriques à terre, il y a des arbres qui sont déracinés et l'hôpital et les écoles de l'île sont aussi touchés. Donc ça présage évidemment rien de bon, on en parlera tout à l'heure. Pour reprendre les mots du maire de Mamoudzou, le phénomène n'a rien épargné sur son passage. Alors les autorités actuelles sont incapables de donner un bilan précis. Le dernier bilan fait état d'au moins 20 morts et il devrait encore s'alourdir. D'un côté, il y a le préfet de Mayotte, je cite, qui craint plusieurs centaines, voire des milliers de morts. Et le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau affirme qu'il faudra des jours et des jours pour établir un bilan humain. Alors Claude Corse, peut-être d'abord un mot sur ce bilan justement. Les morts dans cette catastrophe naturelle se comptent potentiellement en milliers, on l'aura compris. Les urgences hospitalières sont totalement saturées. Les secours qui convergent actuellement donc depuis l'île de la Réunion voisine et de la métropole. Les autorités parlent actuellement d'une course contre la montre. Mais hier soir, elle dénombrait seulement 25 premières évacuations vers la Réunion parmi les centaines de patients graves. Alors peut-être pour commencer là-dessus, Claude Corse, face à cette urgence, à ces cases détruites, aux problématiques que ça pose évidemment d'accès à l'eau, à l'électricité, est-ce que toutes ces problématiques qui sont causées par le désastre du cyclone, est-ce qu'elles auraient pu être anticipées en amont ? Alors effectivement, c'est une question qui fait débat en ce moment, mais je crois qu'il faudrait revenir peut-être sur la question du nombre de victimes. J'ai eu cette nuit une amie infirmière libérale qui me disait que dans la journée d'hier, ils avaient recensé une demi-douzaine de cadavres, des victimes qui ont été abîmées par les tôles, par les bois arrachés, etc., et qui ont été clandestinement enterrés selon le rite musulman, puisque le problème du recensement se pose, comme vous le savez, compte tenu du nombre élevé de clandestins qu'on estime entre 50 et 100 000 selon les chiffres, difficiles à estimer par définition, sur une population totale de 320 000 habitants. Où le nombre de morts, effectivement, aujourd'hui, pose problème. Alors, avant d'arriver disons, l'analyse politique de la situation, il est bon de noter que personne, à ce jour, n'est capable de donner un chiffre précis, ce qui en dit long sur la situation, enfin, la gravité de la situation. On parle effectivement de 14 morts, ça monte maintenant à 25. Alors,
j'ai appris que la plupart des premiers morts recensés, en fait, étaient identifiés au service de réanimation du centre hospitalier de Mayotte, à la suite d'une panne d'un groupe électrogène qui aurait provoqué une bonne partie des décès. D'accord. Voilà pourquoi on parle de 14, ce qui n'a strictement rien à voir avec les effets collatéraux du cyclone, qui pourraient effectivement provoquer des centaines, voire, comme le suggérait le préfet, des milliers de morts. Alors quand on passe de 100 à plusieurs milliers, on comprend bien que personne ne maîtrise vraiment la situation sur le terrain, y compris la sécurité civile, qui a déployé des moyens très importants. Et il est clair que l'État, par l'intermédiaire du préfet de Mayotte, fait un boulot réel qui est en totale rupture avec l'inaction dont certains élus accusent le gouvernement français. Cette inaction, évidemment, on en parlera justement dans un instant. Avant, peut-être, pour revenir du coup sur l'anticipation peut-être de ce désastre, effectivement, là, on a l'impression qu'on attend un peu le paroxysme des crises de l'île. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des problèmes d'accès à l'eau, on le sait, des pénuries d'eau, il y a souvent des coupures d'électricité, il y a beaucoup de problèmes de santé, l'hôpital est toujours surchargé, on se rappelle de l'épidémie de choléra il y a quelques mois encore. Est-ce que là, on n'atteint pas justement ces crises-là dans leur paroxysme à Mayotte suite à ce cyclone? Oui, c'est tout à fait juste. Effectivement, on parle de la situation de crise. Il faut rappeler que devant les rares pompes à essence provoquent des incidents. On est dans une phase de crise qui est bien connue par les services d'urgence, où après le cyclone vient le temps de l'installation du dispositif sanitaire de crise, des logements mobiles, de l'appui de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers, de l'armée pour sécuriser, et de la police, gendarmerie, RAID pour sécuriser l'île, et des moyens humains renforcés aussi pour libérer les accès, parce que l'axe nord-sud qui transite depuis le port de Longoni et au-dessus jusqu'à Mamoudzou et en direction de Saada au sud est encombré, et ce sont les habitants qui se sont débrouillés par eux-mêmes sans aucun moyen de secours, soit dit en passant, tout au début de la libération de la zone, pour évacuer les routes, la route principale essentiellement, et faire passer les moyens de secours. Alors, on en vient à la question que tu posais, c'est effectivement, c'était prévisible. Oui, c'était prévisible. Ça l'était d'autant plus que des rapports parlementaires ont été produits à ce sujet, que la zone de Mayotte est dans la vulnérabilité, dans l'échelle de vulnérabilité, était très très haute. Pourquoi? Parce qu'elle concentrait un certain nombre de facteurs à risque. Je pense notamment, alors en dehors de la zone climatique, hein, évidemment, qu'il exposait. On dit par ailleurs que le golfe du Mozambique et Madagascar dévient souvent les cyclones, et que par conséquent la population, comme souvent elle a été prévenue de risques cycloniques, mais qu'elle n'a pas forcément pris ça au sérieux cette fois-ci, en considérant qu'avec quelques prières et puis un peu de chance, tout s'arrangerait. Bon, c'est largement exagéré. Effectivement, dire que la zone est à risque, c'est clair. Elle l'est parce qu'elle concentre, je disais, un certain nombre de facteurs, notamment la misère, notamment l'immigration non contrôlée, notamment la crise sanitaire, le problème de l'eau, la contamination, le choléra. Voilà, autant de facteurs qui, en cas de crise brutale comme aujourd'hui, peuvent produire des situations cataclysmiques et dans la durée. Car le vrai problème, c'est que cette situation est amenée à durer. Et prévisible, elle l'était. Ça renvoie à une question de moyens. Alors peut-être que, avant de partir sur la question politique, puisque les moyens dépendent du conseil départemental, donc de l'État, pour avoir un projet, un avenir pour l'île, il serait peut-être intéressant de faire le point sur comment dire, les rapports que les élus ont à la population. On est quand même dans un climat un peu particulier, hein. On parle souvent de la France-Afrique concernant Mayotte, le clientélisme, les habitudes font que on a une gestion, disons, un peu clientéliste des subventions publiques, et ça pose la question de la mise en abîme de cette crise
et de ces cyclones qui auraient dû susciter une mobilisation de moyens beaucoup plus conséquents, rapporté à un département qui est très exposé. Or, ça n'a pas été fait. Alors, là, ce n'est pas forcément le moment d'accabler les politiques. On a vu que Mélenchon s'était risqué à cet exercice et avait déclenché un tollé parce que c'est le moment de la solidarité, pas celui des accusations, disait un sénateur. Médecins du Monde faisait à peu près la même analyse. Il reste que cette crise, effectivement, était prévisible, définitivement. Des rapports parlementaires existent à ce sujet et les décisions n'ont pas été prises. Pourquoi? Parce qu'elles coûtent et que les budgets sont distribués dans ces zones de façon discrétionnaire. Les Mahorais se trouvant très démunis par rapport à nos compatriotes de la Réunion, et certains accusant même les Comores d'être privilégiés par rapport à notre 101e département. Car je rappelle que Mayotte est un département au même titre que ceux de la métropole, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, et que d'ailleurs la France donne des aides publiques aux Comores, et c'est vrai que ça peut être, Oui, ça peut être c'est vu vrai. d'un mauvais œil par les Mahorais. 150 millions d'euros, en l'occurrence, au titre de la coopération, dont on peut se demander à quoi ils servent, puisque depuis 1975, les Comores sont indépendantes, comme vous le savez, et n'ont de cesse de revendiquer la comorianité de Ouais. Mayotte, considérant que Mayotte est une île mal née et qu'elle appartient à l'archipel des Comores, puisque son président Assali, qu'on a vu dans des généreuses embrassades avec Macron sur le perron de l'Élysée, quand il présidait l'OUA, enfin l'organisation africaine, à la séance d'ouverture des Nations Unies, rappelait la communauté de Mayotte, qui est plus qu'un message. Moyennant quoi, on leur distribue quand même 150 millions d'euros d'aide au lieu de les distribuer à nos compatriotes. C'est un Oui. choix, c'est pas forcément le nôtre. Et ça renvoie à la question politique qu'on évoquait tout à l'heure. Justement, pour rester sur cette question politique, donc Emmanuel Macron, hier, présidait une réunion de crise. Il a décrété un jour de deuil national. Il devrait s'y rendre à Mayotte dans les prochains jours. Il y a eu des minutes de silence qui ont été observées dans l'après-midi en France, à l'Assemblée nationale, mais aussi au Parlement européen, en hommage à ces victimes. Donc on se dit, c'est vrai, après le temps de l'hommage, il est peut-être temps de passer à l'action. Justement, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les Mahorais, quand ils étaient sur place? C'est-à-dire que vous avez parlé d'une certaine corruption des élites avec ce clientélisme au local, mais qu'est-ce qu'ils disent de la métropole? Est-ce qu'ils se sentent totalement délaissés, oubliés, et qu'est-ce qu'ils attendent de nos autorités, de nos gouvernants? Alors, effectivement, les Mahorais aiment la France et la question de l'appartenance de Mayotte à la communauté nationale ne se pose pas. C'est un affront que de leur poser la question, d'imaginer que Mayotte puisse avoir un avenir différent de celui de département de la République française. Bon, ça, c'est le point de départ, je dirais, de la réflexion quand on s'adresse aux Mahorais. Poser la question, c'est y répondre de façon polémique et c'est déjà soutenir l'idée d'une certaine rupture qui leur paraît suspecte, si vous voulez, sur un plan purement intellectuel. Et qui pourtant, pour la France, peut être légitime, pour les métropolitains, disons. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des particularismes qui sont aussi des points de fragilité, hein. La présence de l'islam, par exemple, à Mayotte. J'ai eu la chance de rencontrer des représentants de la communauté musulmane, qui sont notamment ces cadis, qui sont des juges de la société civile, qui, en parallèle de notre administration civile, participent à la vie civile à Mayotte. Ce sont eux, par exemple, qui sont pressentis dans une commission qui doit se tenir très prochainement pour l'évaluation, le recensement des victimes. Vous voyez, Oui. Discuter avec eux montre qu'ils ont une vision très modérée de l'islam. Ils tiennent beaucoup à cette idée que Mayotte peut être exposée à une infiltration terroriste par les Comores et qu'il est important de défendre l'intégrité et les particularités culturelles de l'île. Bon, vu du continent, dans le contexte de crispation qu'on connaît sur les migrations clandestines et les dérives islamistes qui pourraient faire craindre que la France devienne un jour un califat, évidemment, les particularismes de Mayotte ne sont pas forcément bien vus. Et c'est un des points de faiblesse, je le rappelle, concernant la continuité territoriale. Alors, cette chose étant dite, les Mahorais sont patriotes, les Mahorais adorent la France
et considère que la France pourrait lui rendre plus qu'elle ne le fait quand on fait, par exemple, le parallèle avec le sort de la Réunion. Oui. Voilà. La question se pose pour l'eau, pour l'école. Le taux de scolarisation est faible. La maternité de Mamoudzou, la première maternité d'Europe, je crois qu'elle accueille plus de 10 000 naissances, compte pour la plupart des clandestins. Donc, en fait, cette perméabilité à l'immigration non contrôlée est une sorte de trahison du point de vue des Mahorais. Vous voyez, effectivement, il peut y avoir un clivage avec la perception qu'en ont nos compatriotes de métropole, mais du point de vue de l'île, tout le monde réclame un renforcement du dispositif sécuritaire. Anka Mabana, par exemple, nouvelle députée fraîchement élue pour le Rassemblement national, me disait qu'il est très facile d'imaginer de mettre en place des patrouilles de la Marine nationale au large de nos côtes. Pour empêcher les arrivées des bateaux? Exactement, tout à fait, pour empêcher l'arrivée des kwassa, qui sont ces petites embarcations, frêles esquifs, chargées de clandestins qui viennent des Comores, où on a une industrie de l'immigration clandestine qui ne doit rien à ce qui se passe sur la route de Lampedusa, où j'étais pour Radio Courtoisie, tu t'en souviens, sur la route de Lampedusa, en provenance de Tunisie et de Sfax en l'occurrence. Et le parallèle est très intéressant. Je crois que Mélanie a été mandatée par Van der Leyen pour faire le travail du côté de la Méditerranée. Personne ne s'inquiète de la situation à Mayotte, qui est complètement délaissée, probablement parce que la situation est complexe, parce qu'aujourd'hui, une nouvelle route s'est ouverte en provenance de l'Afrique de l'Est, des Grands Lacs et de la Tanzanie, et que ces gens viennent évidemment par les Comores en direction de Mayotte pour récupérer un statut. Et ce statut, on parle des statués, hein, c'est l'intitulé administratif, est accueilli par des associations qui sont mandatées par l'État pour réguler le flux des clandestins, qui vont se déclarer à la gendarmerie, passent par le centre de rétention administrative, obtiennent pour une bonne partie un statut de réfugié. Nous ne sommes pas des clandestins, me disait l'un Congolais, nous sommes des réfugiés. À ce titre, bénéficient de la protection de la Convention de Genève et peuvent réclamer d'être rapatriés en métropole. C'est exactement ce qui s'est passé pour une partie d'entre eux. Qui sont arrivés pour celui auquel je pense, un artisan de 27 ou 28 ans, assez jeune donc, qui est arrivé avec sa femme et qui aujourd'hui a été hébergé dans un centre du côté de La Rochelle où il bénéficie d'une formation professionnelle. Alors, effectivement, pour revenir à la question de départ, les Mahorais sont patriotes, demandent à défendre le statut de département de l'île, le renforcement des moyens de sécurité. Alors le RAID est présent très clairement, 1600 gendarmes et policiers sont sur le terrain. Ceux qu'on appelle là-bas les baskets, qui sont les personnels de la PAF, sont en basket pour courir après les clandestins qu'ils attrapent assez facilement sur les côtes, mais ont du mal à, si vous voulez, renvoyer, puisque rien ne les empêche de revenir. Donc on est dans un espèce de puits sans fond qu'il est préférable du point de vue de Paris, du point de vue de Beauvau, de taire au-delà des effets de manche et des grandes déclarations des ministres. Je pense notamment à Darmanin, après Wambouchou 1, Wambouchou 2, les plus cyniques disant que le cyclone a fait le boulot de décasage, alors que sur le terrain, effectivement, il est très difficile. Et beaucoup rendent hommage au préfet sur ce sujet, d'avoir décasé encore au début du mois de décembre plus de 600 bangas au nord de Massimonie, sur les hauteurs, pour y construire des futurs logements en dur qui accueilleront les populations. Oui. Donc voilà, donc les pistes existent, la volonté politique sur le terrain avec le nouveau préfet est reconnue par à peu près tout le monde. Pour autant, Mayotte se sent abandonnée. La crise du cyclone est une chose, la crise économique en est une autre, et surtout la crise démographique à travers une immigration non contrôlée
qui grandit et qui va nous amener en métropole ces clandestins qui ont le droit de pouvoir voyager à partir du moment où leur statut le permet, et ça, l'administration de l'île leur reconnaît pour la plupart ce statut, les autres étant en attente de régularisation. Et c'est ainsi que j'avais pu en rencontrer plusieurs centaines du côté de Cavani, de Cavani, qui est un petit village qui est dans les faubourgs de Mamoudzou, où évidemment les habitants mahorais se sentent agressés par une meute de clandestins qui sont forcément sales, forcément désœuvrés, et on a toujours les mêmes causes et toujours les mêmes effets, mais Paris ne bougeait pas. Ouais. Voilà, donc on est dans cette ambivalence, et la situation vue de Paris peut être effectivement décrite comme à risque pour la sécurité du pays, mais elle l'est vraiment du point de vue de l'invasion migratoire. Et au-delà de la crise qui nous amène aujourd'hui à parler de Mayotte, il va falloir intégrer les risques de violence sociale, au-delà de l'état de sidération qu'on est en train de constater, qui fait que finalement la violence ne s'est pas du tout ou presque pas exprimée au-delà de quelques pillages de containers tombés à l'eau dans le port de Longoni ou ailleurs, mais ça reste très marginal. On pouvait craindre une explosion sociale, une explosion de violence, le retour des fameux coupeurs de route qui descendent des collines, mais vu l'état évidemment de la crise, on s'aperçoit que la violence n'est pas encore de retour. Tout le monde craint la famine, tout le monde craint la contamination, le choléra et la phase 2 ou la phase 3, je crois, dans la nomenclature de la gestion de crise. Mais le vrai sujet est celui de la sécurisation de l'île dans les mois à venir. Il ne faut pas oublier qu'au Japon, un ingénieur qui travaille sur l'architecture des bâtiments ébranlés par les cyclones disait que, pour avoir fait cette mission au Japon, que 8 ans après le sinistre de Kobe, les habitats mobiles, donc par définition provisoires, étaient toujours sur place. Ouais. Et on peut craindre que Mayotte ait à peu près le même destin. Et on se souvient aussi de Saint-Martin. Donc, on a plusieurs exemples, si vous voulez, qui peuvent donner à penser que la situation risque en tout cas de s'aggraver au-delà de la mise en place de cet énorme dispositif, et je pèse mes mots, énorme dispositif mis en place sous l'égide de Retailleau, qui fait le boulot, incontestablement, au-delà de la présence symbolique de Macron, dont on peut imaginer qu'elle ne soit pas évidemment sans arrière-pensée politique. Ouais, le risque qui plane, on le comprend, et c'est lui évidemment d'une crise sociale qui pourrait se déclencher ensuite. Pour revenir juste sur ce que vous disiez à l'instant, sur les opérations de Wambushu, donc je reprécise pour nos auditeurs, c'est le décasage des bidonvilles. Donc l'objectif est évidemment de lutter contre la clandestinité et l'insécurité. Pour que nos auditeurs se rendent bien compte, une personne sur 2 est étrangère à Mayotte, et parmi ces étrangers, 1 sur 2 est clandestin. Les chiffres sont quand même alarmants, c'est ceux du ministère de l'Intérieur. Vous l'avez dit, finalement le cyclone a fait ce que l'État n'a pas pu faire. C'est tout à fait malheureux à dire, et vraiment en disant ça, il n'y a aucune réjouissance dans nos mots, puisque voilà, il disait vouloir faire place nette, et finalement voilà, la catastrophe naturelle l'aura fait. Est-ce que tout de même cela pourra couper court d'une certaine manière, ce désastre, à la crise migratoire, justement, pour qu'on finisse sur ce dossier migratoire peut-être? Est-ce que ça pourra empêcher, en tout cas dissuader, c'est vrai, les nouveaux Comoriens, ou même tous ceux qui passent par cette route migratoire depuis l'Afrique que vous citiez tout à l'heure, est-ce que ça pourrait les dissuader de venir, justement? Oui, c'est effectivement ce qui se dit. J'ai eu un fonctionnaire de la préfecture hier, en prévision de notre rendez-vous de ce matin, qui disait exactement la même chose. C'est-à-dire que les infos vont vite, et il est clair que personne ne va se presser pour arriver en France dans un contexte qu'on devine critique, et avec un dispositif sécuritaire renforcé. Oui. Donc autant d'arguments qui, du point de vue du clandestin, vont les dissuader d'arriver en France dans les prochains mois.
c'est une bombe à retardement, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Alors justement, est-ce que d'autres pourraient être intéressés par venir, c'est-à-dire je pense aux puissances étrangères qui pourraient profiter peut-être de cette crise pour s'imposer à Mayotte. Il y a à la fois dans tous les territoires ultramarins toutes ces ingérences azerbaïdjanaises, le soutien par exemple de la Russie et de la Chine aux Comores justement, et justement les Comores qui eux revendiquent l'île, on en parlait au début de l'émission. Est-ce que cette crise pourrait permettre à la convoitise des voisins de planter leur drapeau d'une certaine manière dans une île totalement dévastée? Voilà, alors ça, effectivement, là, on arrive au sujet qui fâche du point de vue de Paris, parce que vous savez que sur Petite Terre, enfin, il y a deux îles hein, à Mayotte, Petite Terre où se situe l'ancienne préfecture, l'aéroport et une base de la Légion, et Grande Terre, donc, qu'on rejoint par l'une de ces deux barges qui font la navette en permanence entre les deux îles. Barges qui ont été d'ailleurs provisoirement échouées et qu'on remet à flot pour pouvoir approvisionner l'île en marchandises, en eau et en médicaments. Bon, alors la question effectivement de l'ingérence est importante. On a une station d'écoute de la DGSE, le service de contre-espionnage français, Ouais. qui est basée à Mayotte pour surveiller la zone indo-océanienne et le canal du Mozambique. Cette zone est définitivement stratégique. Total y implante des explorations et une route pétrolière est en train d'être mise en place pour les 10 années à venir. C'est un chantier qui peut être très juteux pour l'île du point de vue des recettes fiscales et de l'activité qu'elle va provoquer. Mais évidemment, ça suscite des convoitises, car la France n'est pas le seul actionnaire de cette exploration. Et on peut imaginer que la Chine et notamment la Russie s'intéressent aussi à la région sur un plan stratégique. Euh, il y a des histoires qui n'ont jamais été confirmées sur la surveillance de bateaux russes aux confins des eaux territoriales. On parle aussi de l'arrivée d'actionnaires chinois du côté des Comores, qui fait les yeux doux en fait à la Chine, sans parler de l'Iran, où l'axe chiite, cette fois, serait très intéressé à s'installer aussi sur une terre musulmane, historiquement musulmane. Ouais. Ça remonte à l'époque de la colonisation de la zone depuis l'Afrique. Alors voilà autant de menaces qui sont réelles. Je parlais du cadi tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui travaille avec l'imam de la mosquée de Kaweni, qui a tant souffert ces derniers jours. Kaweni étant à proximité de Mamoudzou, hein, où sont concentrés une bonne partie des bidonvilles et qui constitue d'ailleurs le premier bidonville triste record de France par le nombre d'habitats insalubres. Qui disait il était hors de question d'imaginer que Paris ignore le risque chiite à Mayotte, même si effectivement la plupart sont de confession musulmane mais sunnite. Mais c'est une tentation qui a existé et certains voient là la possibilité dans les années à venir d'une infiltration d'une cinquième colonne, disons les mots, pour reprendre l'expression qui a été citée par cet imam, où Paris doit être très vigilant à défendre les particularismes de l'île sans renoncer à la continuité territoriale et notamment du point de vue notarial à ce que l'administration française gère en lieu et place de ces fameux cadis qui sont les notaires traditionnels, entre autres juges civils aussi de l'île. Donc cette continuité territoriale doit se mettre en place au titre de la départementalisation qui remonte à 2011, mais pour autant maintenir une certaine souplesse
et c'est un équilibre très difficile, pour ne pas risquer demain de voir certains, en lien avec les Comores, jouer le double jeu en fait de la déstabilisation sur le front idéologique ou Mhm. religieux, sur le front économique. Les intérêts chinois, c'est notamment un hôpital, hein, sur les Comores, c'est un archipel avec Moélie, Anjouan et Grande Comore, où on a donc les Chinois ont investi dans un hôpital qui reste actuellement parfaitement équipé mais parfaitement inactif, et qui pourrait demain donner lieu à une installation, à une colonisation économique de l'île, comme les Chinois ont pu le faire en Afrique, avec le succès qu'on sait. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a un risque très clair. La zone est stratégique. La France a la chance de défendre cette région de façon historique et de façon unanime du point de vue des Mahorais. Elle pourrait rayonner bien davantage si elle s'investissait à développer des rapports avec les pays voisins, les pays précisément de la côte orientale, de la côte africaine, de l'Afrique du Sud, le cas échéant, toutes ces routes qui sont proches d'un continent que la France ne peut pas ignorer. Mais ça suppose de revisiter la politique très Ouais. ambiguë que Paris entretient avec les Comores. Ouais, finalement, Il faut c'est un... savoir que, voilà, c'est ça. Ça, c'est peut-être la limite du raisonnement pour terminer sur ouais. la question de géopolitique. C'est qu'effectivement, Paris courtise les Comores en même temps qu'elle défend Mayotte. Donc, il Ce y a qui, d'un toujours ce point de vue paradoxe. voilà, Ouais. exactement. C'est un paradoxe qu'il appartient à nos dirigeants d'assumer ou de modifier. Donc c'est un appel évidemment à plus de volonté politique et de mise de moyens financiers notamment pour cette région du monde. Merci Claude Corse pour cette émission. On va continuer de suivre évidemment l'évolution de ce dossier avec nous et en Voilà. attendant j'invite nos auditeurs à retrouver votre reportage sur notre chaîne YouTube de Radio Courtoisie. Et Merci Claude Corse.